Donc il nous reste deux grands titres encore à vous développer. Nous allons voir en image. L'autre rencontre, c'est Égypte-Ouganda. Nous analysons le résultat de ce match avec Björk ici en toute dernière minute. On y revient tout à l'heure. Et puis le programme de cette journée de dimanche en groupe A, et ce sera une journée, je vous l'ai dit, très décisive. Donc pour les quatre équipes vous le disiez aussi, si vous avez suivi la première partie de cette émission, un invité de marque avec nous, c'est Sigamari Diarra, joueur malien qui évolue à Valenciennes. Il a que 33 ans, il a vraiment un long palmarès et il est notre invité pour commenter les résultats et puis analyser les matchs avec nous. Il y a également sur notre plateau nos éditorialistes, Lassana Kamara bien sûr et Bilal Netman. Et puis comme à chaque fois nous avons l'instant web et tout de suite nous allons retrouver Gaël Onana, notre consoeur. Au niveau local, José, le football africain peine encore réellement à trouver ses marques, faute de moyens financiers et matériels adéquats. Il convient donc aujourd'hui pour chaque pays de mettre en place de vraies stratégies visant à promouvoir les championnats locaux. C'est sur ces stratégies que nous invitons les internautes et les téléspectateurs à se prononcer à travers notre hashtag A24CAN 2017 sur Facebook ou sur Twitter ou alors à travers l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël qui revient en fin d'émission. Jingle pour vous parler du second match. Et oui, donc un second match assez terne entre l'Ouganda et l'Égypte, même si l'Égypte a produit du jeu, il faut le reconnaître, nos éditorialistes et notre footballeur professionnel vont nous dire tout à l'heure. Et puis en toute dernière minute, eh bien, le but du match pour l'équipe de l'Égypte qui sauvegarde toutes ses chances pour participer au quart de finale de cette CAN. Voilà, donc quelle frappe. Les gardiens, c'est rare, hein, les gardiens ne peuvent pas toucher de telles frappes. Hein. Surtout, quasiment, on dit dans notre jargon, à 0 mètre, mais la frappe est tellement lourde que le gardien ne peut que faire un geste. Alors, que pensez-vous de ce match C'était un match, je veux dire, c'était pas un match terne. C'était un match où il ne s'est pas passé grand-chose. Mais pas terne, hein, vous n'êtes pas d'accord? Si, oui, un match terne. Hein. Ouais, c'est un match où il ne s'est pas passé grand-chose. Ça s'est joué à la fin sur ce but. Il aurait pu avoir un 0-0. J'aurais été content. Ouais. Voilà. Mais malheureusement. Alors, mon cher Bilal. Ouais, moi aussi, j'aurais peut-être été content sur une peut-être qualification des Maliens ou encore si l'Égypte n'avait pas gagné. L'Égypte aurait eu un match nul face à l'Ouganda. Mais bon, les Égyptiens, après... c'est une très bonne école de football, hein. Il faut pas l'oublier, José, parce que des fois on enterre un peu trop les nations vite, telles que le Mali ou encore les Égyptiens, et pourtant l'Égypte... On ne les avait pas enterrés, c'est parce que certains bookmakers se les ont enterrés quand même pour cette phase finale. Oui, il y avait un climat politique assez tendu. Le climat politique, justement, je crois que ça booste carrément les joueurs. On peut le voir durant cette semaine, on l'a vu avec les Tunisiens, ou même encore avec les Marocains, et Hervé Renard nous disait qu'on a eu vraiment des hommes en bleu qui se sont battus sur le terrain, et je trouve que les Égyptiens aujourd'hui n'ont rien lâché, même si le match n'était pas, moi pour ma part, plaisant, hein. C'est vrai que juste à la fin on a eu ce joli geste technique de Salah, voilà, qui offrait sur une passe. Saïd qui a marqué, mais c'était sur une passe décisive de Mohamed Salah, voilà, qui offrait cette victoire au Pharaon. Oui. Alors, mon cher Lassana Kamara, oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Est-ce que vous voulez donner une note? Vous voulez donner un 12 aussi? Non, non, sur ce match-là, je donne un 8 sur 20. C'était un match terne, comme il l'avait dit. Mais c'est l'Égypte qui est 7 fois championne d'Afrique contre l'Ouganda, qui 39 ans après revient en Coupe d'Afrique. Donc, le match nous... Peut-être que sur ce ton-là, l'Ouganda a fait un très bon match. L'Égypte, avec l'expérience, avec la malice, ils ont marqué ce but à la dernière minute, à la 89e minute. Le deux meilleurs joueurs égyptiens, c'est Ali Gabre au milieu de terrain, plus El Hadari, le gardien, qui a 44 ans. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-là? Parce que l'Égypte... Il n'avait pas beaucoup de munitions pour ce match-là. Avec l'Ouganda, on a un trio offensif, Mia,
Mia plus Massa plus Okacha. Mais il faut concrétiser. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des armes, mais il faut utiliser des armes. Il faut utiliser les armes, il faut concrétiser. Malheureusement pour l'Ouganda, l'Ouganda méritait en 0-0. L'Égypte, par l'expérience, a gagné ce match-là. Ouais. Alors, messieurs, le terrain maintenant. Le terrain était dans un état lamentable. Je me demande comment des joueurs professionnels peuvent jouer sur un tel terrain. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose? Moi, pour un amoureux du football, je pense que pour avoir un bon football, il faut avoir des bons terrains. Et là, c'est compliqué. Et l'Égypte aussi, c'est une très bonne équipe. Et Mohamed Salah, il va se régaler sur un bon terrain. C'est pour ça que le plus important pour ces grosses équipes, avec tout l'engouement qu'il y a autour de cette compétition, c'est de pouvoir passer les poules, quelle que soit la manière. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons. On peut mettre un 8 sur 20, mais s'ils passent, au moins ils seront en quart de finale et puis on oubliera les matchs de poule. Ouais. Alors l'Ouganda ne s'est pas aussi, excusez-moi Lassana de vous interrompre, l'Ouganda ne s'est pas aussi un peu planté comme on dit souvent parce que l'Ouganda attendait un match nul finalement. Ouais. L'Ouganda attendait un match nul, mais les Égyptiens ne voulaient pas un match nul. L'Égypte a essayé de remporter ce match, José, et c'est vrai que moi je trouve que l'Ouganda n'a pas essayé de concrétiser leur action. Les Égyptiens ont attendu, ont perduré dans le temps et durant cette rencontre, excusez-moi, et c'est vrai qu'ils ont trouvé les filets. Aujourd'hui, c'est de savoir pour la structure et l'infrastructure aussi des stades et de la pelouse, pour revenir à ça, c'est que quand même on doit s'acclimater au pays, à l'organisation de cette CAN qui a été faite quand même dans des conditions. Oui, mais parce qu'on n'a pas, on est que sur deux stades. Et hier sur le plateau, on parlait par l'intermédiaire des éditorialistes du bon boulot qui était fait pour l'organisation. Oui, mais la pelouse c'est vrai qu'on joue beaucoup trop sur ces pelouses. La pelouse doit être en état. Moi c'est la seule remarque que j'ai à faire sur l'organisation, c'est au niveau de la pelouse. Parce que pour moi, des professionnels, des garçons comme nous, on peut jouer sous ces terrains-là, mais pas des professionnels. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir des pelouses, de bonnes pelouses en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest parce qu'il fait tellement chaud. Mais le Gabon est humide, hein, normalement. Non, mais le Gabon, c'est l'Afrique centrale. Il fait tellement chaud que même un bon jardinier, vous amenez le jardinier anglais du Paris Saint-Germain, vous l'amenez là-bas pour cette pelouse-là, même en le faisant, il fait tellement chaud que le terrain va se dérégler. Donc c'est très difficile. Ce n'est pas le Gabon, c'est l'environnement, c'est le climat qui fait ça. Donc en revenant à l'Ouganda, l'Ouganda a perdu ce match-là parce que l'entraîneur a trop calculé. Il a sorti ses deux meilleurs joueurs, il a sorti Mia, il a sorti Massa à 10 minutes de la fin, alors que l'entraîneur de l'Égypte, c'était l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan. Donc c'est un grand baroudeur, un Italien qui connaît très bien le football. Et c'est pour ça, vous ne semblez pas le dire, mais l'Égypte peut aller loin avec QPR. Pas avec cette équipe-là. Pas avec cette équipe-là. Mais avec cet entraîneur, non? L'entraîneur, il est bon, mais il n'a pas beaucoup de munitions. Mohamed Salah, il a fait une passe décisive à la 89e minute du jeu, mais il était intermittent du spectacle dans ce match-là. Il n'a rien fait dans ce match-là. On n'efface pas quand même l'Égypte qui détient quand même le record de CAN sur ce continent qui est l'Afrique. Non, on ne parle pas du palmarès, mais quand même, on parle de l'équipe qui est sur le terrain maintenant. Mais l'équipe qui est en place, moi je vois bien l'Égypte aller pourquoi pas dans le dernier carré de cette édition de 2017. Personnellement, je ne les vois pas aller jusqu'au bout. J'ai vu des équipes beaucoup plus costauds, meilleures dans la consistance des matchs. Donc je ne pense pas qu'ils iront au bout. Je vois bien le Sénégal, aussi. Voilà, qui a vraiment fait forte impression. Mais franchement, pas forcément l'Égypte. Parce que le Mali, avec plus de niaque contre l'Égypte, le Mali pouvait battre cette équipe égyptienne sans problème. Oui, parce qu'au lieu du match nul. Bon, sincèrement, quelques regrets quand même. Mais attention, en Égypte, ce n'est pour rien. Mais je pense que les Maliens peuvent vraiment mieux faire. Parce que lorsqu'on voit l'équipe, c'est une redoutable équipe malienne. Et je n'arrive pas à comprendre comment l'équipe ne parvient pas à gagner. Alors, messieurs, nous allons revenir sur l'équipe du Maroc qui a battu celle du Togo sur le score de 3-1. Donc, c'était Hervé Renard contre Claude Leroy. Claude Leroy, mais plutôt Hervé Renard, justement, qui réagit après cette rencontre. Écoutez.
Je pense qu'on a eu le même état d'esprit lors du premier match. Sauf que les coups de pied arrêtés étaient beaucoup moins tirés. C'est pour ça que Faisal Fajr, qui les a très bien tirés, a été titularisé. Honnêtement, le premier match était bien meilleur, mais parfois en Coupe d'Afrique, il faut sortir le bleu de travail et être solide dans les duels. On a su le faire. Voilà, peut-être nous allons réagir. Tiens, rapidement, Bilal, vous êtes algérien, mais vous ne voulez pas parler du Maroc, vous? Non, moi je parle du Maroc, j'ai rien contre le Maroc. Et justement, moi je disais, moi je l'ai même rêvé. Pour vous dire, pour tout vous dire, José, que le Maroc allait remporter cette Coupe d'Afrique. Mais bon, il ne faut pas l'oublier, José, que c'est une bonne école de football. Le Maroc a eu pas mal de blessés. Mais bon, après, avec le bon entraîneur qu'ils ont en ce moment, je ne dirais pas que ça pourrait le faire et sortir un grand vainqueur. Mais quand même, ça pourrait faire un bon petit parcours. Il faut qu'on parle de l'Algérie. Hein. L'Algérie aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui. Bon. Nous allons parler du plus de ce vague maintenant. Donc le football est le sport qui draine plus les foules sur le continent africain. Vous le savez, plusieurs milliers de jeunes filles et garçons rêvent de réussir dans le football dans certaines parties du continent comme le Maghreb. Les autorités ont réussi la transition football amateur et football professionnel. Au sud du Sahara, certains pays comme la RDC, l'Afrique du Sud, sont sur la bonne voie, alors que dans certains pays comme le Sénégal, la professionnalisation des championnats se heurte aux moyens financiers. Ibrahima Diouma bat pour le sujet. Regardez bien. Sur le continent africain, le football est sûrement le sport le plus pratiqué, que ce soit par les amateurs que par les professionnels. Son développement est mitigé selon les pays. Au Maghreb, par exemple, les championnats bénéficient d'un système professionnel préférentiel mis en place par les autorités et les fédérations. Chez eux, ils sont beaucoup plus en avance dans ce domaine-là. Vous avez des pelouses dignes de nom, des infrastructures dignes de nom et surtout, il n'y a pas que les clubs seulement, les clubs de Ligue 1, mais les divisions inférieures également sont bien structurées. Il y a quand même une sorte de professionnalisme qui s'impose donc non seulement aux dirigeants de ces clubs-là, et les clubs s'inspirent de ce qui se passe en Europe. Donc voilà, sur le plan infrastructurel, ils sont en avance. Ils ont développé aussi les structures des clubs qui sont beaucoup plus dans le professionnalisme. Les cadres sont formés. Au sud du Sahara, il y a plusieurs défis qui interpellent les autorités et les fédérations pour réussir la transition vers des championnats professionnels. Dans certains pays, les championnats sont à l'arrêt faute d'organisation et de moyens financiers. L'autre défi reste les infrastructures inexistantes dans la plupart des pays. Quand le championnat ne se joue pas, les premiers à être pénalisés, ce sont les joueurs. C'est toute une génération qui a été sacrifiée comme cela. Et donc, quand ça a repris, c'est cette génération qui se réjouit. Les joueurs, un. Deuxième acteur qui aussi se réjouit, c'est les entraîneurs. Parce que depuis que cela s'est arrêté, eh bien, il n'y a pas eu d'activité. Les entraîneurs sont au chômage et tout ça. Il y a les arbitres également qui sont concernés par cette reprise des activités au niveau du football au Togo, au plan national, c'est-à-dire les championnats. Aujourd'hui, tous ces acteurs, y compris la presse, on se réjouit de la reprise de la saison. En Afrique subsaharienne, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud présentent des modèles de championnat adaptés aux normes d'un football professionnel moderne, notamment avec des infrastructures de qualité. Certains pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Guinée, le Mali et le Sénégal ont entamé depuis quelques années la professionnalisation de leur championnat, avec toutefois un manque de moyens financiers et d'infrastructures modernes. Voilà, donc nous avons vu un peu sur ce reportage les pays du Maghreb qui sont en avance par rapport aux autres pays du continent, dans la professionnalisation du football, Bilal. Oui, je sais, on a quand même de bonnes classes du foot, au Maroc notamment, aussi en Tunisie avec leur championnat, ouais, des infrastructures aussi, ouais, avec le club africain et aussi l'Espérance de Tunis qui font du bon travail. Mais après, c'est vrai que c'est pas, en fonction des pays, ça peut pas être voilà, les mêmes conditions de travail, les mêmes infrastructures. C'est bien dommage pour le continent africain. Nous allons retrouver tout à l'heure notre invité et puis Lassana qui va nous dire un petit mot. Nous voyons le tableau des résultats
résultats du groupe C avec Ghana qui a battu Mali, on vous le rappelle, 1-0 et l'Égypte bat l'Ouganda sur le même score, 1-0. Au classement, regardez bien parce que c'est vraiment un classement qu'on n'entendait pas du tout. Ghana, 6 points, l'Égypte est deuxième avec 4 points, le Mali est troisième. Le Mali est obligé de gagner le prochain match. Le prochain match, ce sera contre l'Ouganda le mercredi 25 janvier. Je peux vous dire que dans les rues de Bamako seront vraiment vides ce jour-là. Vous êtes d'accord avec moi, mon cher Sigamari? Les rues seront vides, hein. Il n'y aura pas de monde. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, on n'a plus forcément le sort entre nos pieds, puisque ça va aussi dépendre du résultat de l'autre match. Ah, ouais. Mais le plus important, c'est nous de tout donner, de rendre fier le peuple, de gagner son match, et puis après, advienne que pourra. Ouais. Donc, vous, Alassana, vous pensez, comment voyez-vous ces derniers matchs de poule, le 25, l'Égypte devrait se qualifier, le Ghana, c'est sûr, le Ghana est déjà qualifié. Le Ghana est déjà qualifié, l'Égypte, même s'il perd contre le Ghana, même s'il perd 1-0 contre le Ghana, ils sont qualifiés. Donc il faut que le Mali marque 3, 4 buts. Même, le Mali gagne même 2-0, ce n'est pas suffisant. Donc il faut que le Mali fait le match de sa vie. De toute façon, le Mali n'a rien à perdre. Gagner ce match-là, peut-être, même en ne se qualifiant pas, peut donner rendez-vous pour l'histoire, rendez-vous pour cette génération dorée du football malien. Je n'ai pas peur pour le football malien, pour le lendemain du football malien, mais j'ai l'impression qu'ils ont raté le train contre l'Égypte. Depuis le match de l'Égypte, ils pouvaient gagner ces 3 points-là. Merci, Monsieur Lassana Camara. Et nous nous retrouvons bien sûr après la pause pour la troisième et dernière partie.